Je n'ai jamais aimé parler de cette histoire. Pendant des années, je l'ai gardée pour moi, comme un poids trop lourd, trop sombre pour être partagé. Chaque fois que j'ai tenté d'évoquer ce que j'avais vu, les rires moqueurs, les regards sceptiques m'ont réduit au silence. Mais le souvenir reste, intact, comme gravé au fer rouge dans ma mémoire. Alors, aujourd'hui, je le dépose ici, comme une confession. Libre à vous d'y croire ou non, je suis né dans une petite ville de la Creuse, au cœur du Massif central. Là-bas, les collines se succèdent à l'infini, recouvertes de forêts épaisses. Les hivers sont longs, les nuits glaciales, et l'automne s'installe avec une brume qui ne vous quitte plus, collée à la peau, comme une seconde respiration. C'est une terre rude, marquée par la solitude, où chaque village porte ses histoires, ses murmures transmis au coin du feu. Chez nous, l'histoire qui revenait toujours, c'était celle du manoir du village voisin. Une grande bâtisse de pierre sombre, isolée au bord d'une forêt de sapins. Personne n'y vivait depuis des générations. Les volets claquaient au vent, les murs s'effritaient, et la végétation avait avalé le jardin. Mais ce qui nourrissait les murmures, ce n'était pas l'abandon des pierres, c'était la légende de la mer hurleuse. On disait qu'autrefois, au XIXe siècle, une épidémie de pneumonie avait balayé la région. Dans le manoir vivait une vieille femme avec ses 3 petits-enfants. Leur mère avait disparu, partie refaire sa vie en Amérique après la mort brutale de son mari. C'était la grand-mère qui tenait la maison, seule, courageuse. Mais le médecin du coin, en venant les visiter, avait apporté sans le savoir le mal. La vieille femme succomba, figée dans son fauteuil, le visage déformé, la bouche ouverte comme pour crier. 2 des enfants moururent dans la chambre à l'étage. Le 3e disparut dans la tempête, son corps jamais retrouvé. Depuis, on disait que la vieille femme n'avait jamais trouvé le repos, qu'elle errait encore dans le manoir, hurlant de douleur dans les nuits de brouillard. Les anciens l'appelaient la mère hurleuse. Certains affirmaient avoir entendu sa voix se mêler au vent. Moi, je me moquais. Jusqu'au soir où j'ai décidé de vérifier par moi-même. J'avais 16 ans. C'était une époque où je cherchais à me prouver que je n'avais peur de rien. Mes amis refusaient catégoriquement de m'accompagner. Pour eux, les fantômes étaient des histoires de gosses. Alors j'ai pris le car, seul, direction le village voisin. Je connaissais la route par cœur. On descendait du car, au centre du village, puis on suivait une rue pavée qui s'effaçait peu à peu, remplacée par un chemin de gravier serpentant vers la forêt. Le jour tombait déjà. Le ciel s'embrasait d'un rouge sombre, les arbres projetaient des ombres longues et inquiétantes. Plus j'avançais, plus l'air se refroidissait. Et soudain, je l'ai vu. Au détour du sentier, derrière un rideau d'arbres, le manoir surgissait, immense, silencieux, silhouette noire dressée contre le ciel du crépuscule. Les volets arrachés pendaient aux fenêtres béantes. La porte d'entrée se balançait légèrement, grinçant à chaque souffle de vent. Le jardin, autrefois entretenu, n'était plus qu'un amas d'herbes folles, de buissons épineux et de troncs couchés. En approchant, une étrange impression s'empara de moi. Pas seulement de la peur. Plutôt cette sensation d'être intrus, de franchir une limite invisible. Comme si quelqu'un ou quelque chose me disait « Tu n'as rien à faire ici ». J'ai hésité, mais mon orgueil m'a poussé en avant. J'ai posé la main sur la porte. Le bois était glacé, rugueux, presque humide. En la poussant, elle céda d'un coup, s'ouvrant sur un couloir plongé dans l'ombre. L'air était glacial, saturé de poussière et d'une odeur de moisissure. Mon cœur battait à tout rompre. Pourtant, j'ai fait un pas, puis un autre. Le manoir m'avalait, noir. À l'intérieur, le silence était oppressant. Mes pas résonnèrent sur le plancher. À gauche, une cuisine éventrée, ustensiles rouillés, vaisselle brisée au sol. À droite, une salle à manger vide, avec au centre une table renversée. Tout semblait avoir été abandonné dans la hâte.
Au bout du couloir, l'escalier montait vers l'étage. Les marches gémissaient sous mon poids, menaçant de céder. Je retenais ma respiration à chaque pas. Enfin, j'arrivais devant une porte entr'ouverte. Quand je l'ai poussée, mon sang s'est glacé. C'était une chambre d'enfant, 3 couchages, 2 petits lits couverts de draps jaunis et rongés par le temps, et un berceau vide. Mais les lits, ils étaient faits, bordés, comme si quelqu'un avait soigneusement glissé les couvertures autour des matelas. L'image était insoutenable. Ces draps, rongés par les mites, semblaient attendre encore leurs occupants. Je me suis approché. Dans l'air stagnant, j'ai cru percevoir une odeur étrange, un mélange de poussière et de linge moisi, mais aussi autre chose, une odeur douceâtre, comme de la cire brûlée. Puis un son, presque imperceptible. Pas un craquement, pas un souffle de vent, mais un sanglot, bref, étouffé. J'ai levé ma lampe vers le couloir. Rien. Pourtant, je le sentais. Je n'étais pas seul. Chapitre 4. Le visage de la mère hurleuse. Mon cœur cognait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. J'ai voulu reculer, mais une silhouette s'est dessinée au fond du couloir. Une lueur pâle, fluctuante, presque translucide. Elle ne bougeait pas, mais sa présence remplissait tout l'espace. Je fis un pas en arrière, trébuchant sur le seuil. Ma lampe trembla dans mes mains, son faisceau balaya les murs, et soudain, je la vis, un visage. Une fraction de seconde, mais gravée pour toujours. Sa peau était grise, tachetée de noir. Ses yeux, exorbités, blanchâtres, recouverts d'un voile laiteux. Mais c'était sa bouche qui paralysa mon souffle. Une mâchoire disloquée, béante, suspendue à un angle impossible. Quelques dents brisées s'y accrochaient encore, et derrière, une langue gonflée, violacée. Ses cheveux blancs pendaient en mèches collées, gras de sueur et de saleté. Dans ses bras, j'ai cru distinguer un petit corps emmailloté, inerte. Et son expression, mon Dieu, son expression. Ce n'était pas de la colère, c'était une détresse infinie. Un appel muet, comme si elle demandait qu'on l'arrache à sa souffrance. Mes jambes se bloquèrent, puis, lentement, ses lèvres s'ouvrirent davantage. Chapitre 5. Le hurlement. Le silence se brisa d'un coup. Un hurlement jaillit, monstrueux, inhumain, d'une puissance insoutenable. Ce n'était pas seulement un cri, c'était une douleur pure, un désespoir qui vrillait chaque nerf, chaque fibre de mon corps. Mes oreilles bourdonnaient, mon ventre se tordait, mon cœur battait à rompre. J'ai hurlé moi aussi, sans m'en rendre compte. Puis mes jambes se sont mises en mouvement. J'ai couru, trébuchant, dévalant les escaliers. Le plancher craquait, des morceaux de plâtre tombaient au des murs. Derrière moi, le hurlement résonnait encore, s'écrasant contre les murs, me poursuivant comme une vague. Je me suis jeté hors de la maison, dans la nuit glaciale. Mes pieds frappaient la terre. Mes poumons brûlaient. Les branches me fouettaient le visage. La forêt se resserrait autour de moi. Par moments, j'avais l'impression qu'elle me suivait, qu'elle flottait juste derrière mon épaule. Je n'ai pas cessé de courir avant d'apercevoir les premières lueurs du village. Tremblant, couvert de boue et d'égratignures, j'ai frappé à la porte d'une maison éclairée. Un homme m'a ouvert, stupéfait. Je me suis effondré dans son couloir, incapable d'articuler autre chose qu'un flot de sanglots. Les jours suivants, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, son visage revenait. Ses yeux morts, sa mâchoire béante. Et dans mes rêves, elle hurlait encore. Un hurlement qui s'enfonçait dans ma chair, comme s'il voulait m'arracher de l'intérieur. Mon père, inquiet, m'a interrogé. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Quand j'ai enfin parlé, il s'est fâché. Selon lui, j'avais simplement cédé à la panique dans une vieille maison abandonnée. Mais je sais ce que j'ai vu, et je n'étais pas le seul. Des années plus tard, j'ai appris que d'autres jeunes, par défi, avaient osé pénétrer dans le manoir. Certains disaient avoir aperçu une silhouette derrière une fenêtre.
D'autres affirmaient avoir entendu des pleurs d'enfants. Une rumeur courait, même qu'une photo circulait, prise dans l'escalier, où l'on distinguait une forme blanchâtre, floue mais indéniable. Moi, je n'ai jamais cherché à la voir. Je ne veux plus jamais croiser ce regard. Mais parfois, quand la brume s'épaissit sur les collines, quand le vent s'engouffre dans les sapins, j'ai l'impression d'entendre de nouveau ce cri. Comme si la mer hurleuse m'appelait encore. Vous pouvez choisir de ne pas me croire, mais moi, je sais, elle existe. Et je sais qu'un jour, je la reverrai. Peut-être la nuit où mon dernier souffle rejoindra le sien.